Ok, donc on m'avait demandé de faire le point du chercheur, donc je m'appelle Pascal de Santa Barbara. Je suis directeur de recherche à l'INSERM et je travaille donc à Montpellier dans une unité qui s'appelle Physiologie médecine expérimentale du cœur et des muscles. Donc pour nous, c'est le muscle digestif qui nous intéresse, parce qu'on a évité de faire aussi bien que Nicole Le Doré, on est allé plutôt sur la partie musculaire, même si on regarde le système nerveux entérique. Et donc, on m'a posé un certain nombre de questions, donc j'ai essayé de répondre au cours de cette présentation aux différentes questions, et puis j'ai un petit peu, comme je suis scientifique, j'ai un petit peu mis un quatrième point qui sont en fait les avancées, même si je ne vais pas vous parler de recherche et vous expliquer exactement ce qu'on fait, mais vous dire un petit peu grâce à ce cheminement vers où on va, puisque en fait, on est parti de beaucoup de constats, mais on a avancé, ça nous a pris un peu de temps. Et bien sûr, pour l'expérience sur les maladies rares, c'est le syndrome de pseudo-obstruction intestinale chronique qui nous intéresse et sur lequel on travaille maintenant depuis une douzaine d'années. Donc, comment choisir et travailler sur une maladie rare? Ça va dépendre en fait de plein de choses et en finalité, il n'y a pas de lexique, ça dépend de sa formation, de son environnement, de ses rencontres, de sa motivation. Et moi, je ne peux que vous présenter un petit peu mon cheminement et pourquoi je suis arrivé à travailler sur des maladies rares et des maladies rares digestives. Donc, il y a longtemps, j'ai fait un doctorat à l'Institut de génétique humaine à Montpellier sur le déterminisme sexuel parce que j'ai rencontré Philippe Berta, qui était revenu d'Angleterre et qui avait co-découvert le gène SRY pour le déterminisme sexuel. Et il m'avait proposé un sujet de thèse pour essayer de comprendre comment, à partir d'un système bipotentiel, on pouvait donner une détermination sexuelle mâle. Et donc, j'ai pu trouver que certains facteurs de transcription régulaient l'hormone antimullérienne pour permettre la régression des canaux de Muller. Et donc, même si c'était une recherche très fondamentale de la biochimie, de l'épigénomique, on dirait maintenant, c'était quand même un lien avec des réversions sexuelles et donc qui sont des maladies rares. Et donc c'est vrai que Philippe Berta, qui a eu une autre vie après la recherche, puisqu'il a été élu député jusqu'à dimanche dernier, s'occupait beaucoup de tout ce qui était maladies rares, puisqu'il était à la direction d'un groupe sur les maladies rares à l'Assemblée nationale. Donc, après ceci, d'habitude, après une thèse, on fait un stage postdoctoral. Et donc, j'ai eu la chance d'aller au Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School à Boston, où j'ai travaillé avec Drusilla Roberts sur la fonction d'un ensemble de gènes, qui sont les gènes OX, au cours du développement du tube digestif. Et j'ai utilisé un modèle un peu particulier, qui est l'embryon de poulet, pour travailler sur ces gènes OX. Et une des idées qu'on a développées, c'était essayer de mettre en place, en utilisant un modèle animal, pour mimer en fait une pathologie qui était le Hand-Foot Genital Syndrome, qui est en fait un syndrome ultra rare où vous avez des extrophies cloacales et des perturbations du tube digestif associées à des pathologies des membres. Et donc, en exprimant un gène variant de OXA13 dans le tube digestif, on était capable de reproduire le même syndrome qui était présent chez les patients. Et donc, à nouveau, c'est de la recherche fondamentale, de la biologie du développement, mais c'était la mise en place de modèles animaux pour essayer potentiellement de comprendre une pathologie, une maladie rare et digestive. Donc, après 3 ans chez Drusilla, je suis rentré en France, à nouveau chez Philippe Berta, et là, je lui ai proposé un sujet un peu hors de ce qu'il faisait, c'était d'essayer de travailler sur le tube digestif en utilisant le modèle aviaire et essayer plus d'aller sur le mésenchyme digestif. Donc, le mésenchyme, c'est ce qui va donner le muscle lisse digestif qui permet la contraction du tube digestif. Et là, j'ai donc travaillé quand même sur les gènes qui l'intéressaient, c'est-à-dire les gènes SOX9, mais dans la mise en place du sphincter pylorique, qui est en fait une structure qui permet
de maintenir la nourriture dans l'estomac avant qu'il puisse transiter dans le duodénum. Et donc, ça a été ma première approche vers le mésenchyme digestif et le futur muscle lisse. Donc, à nouveau, c'est de la recherche fondamentale, de la biologie du développement, mais j'étais capable, en modulant des gènes, de recréer la sténose hypertrophique du pylore, donc un phénotype qui est présent chez l'enfant. Et donc, après cette époque, j'ai été recruté en passant des commissions à l'INSERM, mais je crois que Jean-Pierre Hugo était mon rapporteur lors de ma dernière défense qui a marché. Et donc, après avoir été recruté à l'INSERM, en fait, je suis parti du IGH, puisque Philbert a arrêté, son équipe s'arrêtait, et puis je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Donc, à l'INSERM, c'est de la recherche médicale. Je faisais beaucoup de fondamentales. Je me suis dit, peut-être qu'il va falloir faire un peu plus de translationnel. J'ai vu le mot translationnel passer, donc faire du translationnel. Et là, il y a le professeur Jacques Mercier, qui était physiologiste plutôt du muscle squelettique, qui était en train de monter une équipe autour des muscles, donc squelettique, cardiaque. Et moi, je lui ai proposé d'aller sur le muscle lisse digestif, puisque personne ne travaillait trop sur ça en France. Et donc, à nouveau, avec notre support de recherche fondamentale biologie du développement, mais il fallait que j'ai un pendant plus physiopathologique. Et donc, ce pendant, c'était lequel? Est-ce que j'allais sur des maladies rares ou des maladies communes? Je suis allé sur des maladies rares. Et donc, en 2006, je me suis intéressé au syndrome de pseudo-obstruction intestinale chronique, donc le syndrome POAC. Et l'état positif et l'état négatif de ce qui était assez en balance de l'état négatif, puisqu'on ne savait pas si c'était une réelle atteinte, c'était une pseudo-obstruction. Il n'y avait pas du tout de génétique, il n'y avait pas de marqueur. L'histologie du muscle était à peu près normale. Il semblerait que le système nerveux entérique, cher à Nicole Ledouarien, pouvait être un peu altéré, mais pas comme la maladie de Hirschsprung. Potentiellement, les cellules interstitielles de Caja pouvaient être elles aussi altérées. Et quelques commentaires disaient que le muscle lisse pouvait être atteint et que ça pouvait être la conséquence, provoquer une altération. Et en finalité, il y avait assez peu de chercheurs. Donc, le côté positif, c'est qu'il y avait quelques articles cliniques qui avaient été publiés, entre autres à Paris. Donc, il y avait des Italiens, mais il y avait aussi des Français. Donc, ça pouvait faire du lien. Et il y avait une association de patients. Donc, on a un peu réfléchi, on s'est dit que c'était compliqué, mais on n'a pas fui. On a pris contact avec l'association de patients, puisqu'il y avait un email. Et donc, on a eu un échange. J'ai retrouvé les échanges de messages. Donc, je me suis présenté. J'ai demandé donc, à l'ancienne présidente Cécile Godin si elle acceptait de discuter un petit peu avec moi pour essayer de savoir s'il y avait des services de chirurgie viscérale pédiatrique. Je suis fondamentaliste, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est du tissu ou des cellules pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est un petit peu le but, mais j'avais vu qu'il y a aussi potentiellement une banque d'ADN qui était disponible. Donc, la réponse était un peu tardive. Il y a eu un mois avant qu'on me réponde, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions. À nouveau, je vois Jean-Pierre Hugo apparaître dans la réponse, et donc la réponse a été un petit peu, on peut se voir, et puis on va discuter ensemble, voir de ce qu'on pourrait faire. Et en fait, je pense qu'il voulait surtout me voir pour savoir si j'étais là de façon sérieuse ou pas. Et donc, on a eu un premier rendez-vous. Alors, c'était la Fondation des maladies rares à l'époque, avec Cécile Godin, Mireille Ramos, donc l'ancienne présidente et l'ancienne trésorière, et Jean-Pierre Hugo. Et puis, on a discuté. Donc, moi, j'aimerais avoir du tissu. Et on m'a dit non, il n'y aura que de l'ADN. Donc, on a discuté. Donc, je me suis dit, de l'ADN, pourquoi pas, même si je ne suis pas généticien. On va essayer quand même de monter des projets. Et puis, on va voir vers où ça va nous mener. Et donc, là, quelques mois après, il y a un peu de pression, puisque dans la lettre d'information de l'association, on voit tout de suite de l'espoir pour la recherche. Donc, ça fait un peu peur.
je commençais mon équipe, donc on était 3. J'avoue qu'on a été un peu en tension. Bon, donc qu'est-ce qu'il faut? Quand on se met là-dessus, sur une pathologie ou sur laquelle on n'a aucune expérience, il faut des financements. Donc, on a eu la chance d'avoir une première année de l'AFM qui nous a donné le financement en nous disant on n'y croit pas trop, parce que c'est pas ce que vous faites, mais on vous donne une première année, on va voir ce qui se passe. On a eu l'ANR Jeunes Chercheurs, donc ça a permis de bien nous lancer. On a eu un financement, donc la Fondation, c'était pas la Fondation, c'était la Fédération des maladies rares à l'époque, qui a donné l'alliance sur la partie un peu plus génétique et candidat. Et puis l'association nous a aidés. Ce qui nous a permis de recruter du personnel et de commencer à se lancer. Alors, de quoi on a besoin? De cliniciens. On avait vraiment besoin de cliniciens. Donc, il y a Marc Belaïch qui a commencé donc à Robert Debré à s'intéresser et à être le médecin référent de l'association, ce qui nous a permis en finalité de revenir un petit peu sur la collecte de tissus, qui est plus notre domaine. Et puis, il y a John Rendu du CHU de Grenoble qui a rejoint le groupe avec la partie un peu plus génétique. Et donc, quels sont les rendus qu'on peut faire pour les associations? Nous, à nouveau, on est fondamentaliste et donc c'est de pouvoir, dans un premier temps, mieux comprendre le développement du tube digestif, sa physiologie, savoir comment il fonctionne avant d'aller sur le côté pathologique. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant une dizaine d'années pour essayer d'être des experts du musculisme digestif, parce que finalement, c'est l'effecteur du transit intestinal, mais pas énormément de choses avaient été réalisées sur ce muscle, et donc on a essayé d'y contribuer. Ça permet aussi qu'il y ait une recherche dite académique qui travaille sur une maladie rare, et c'est vrai qu'on a été sollicité par l'association à participer à de nombreux événements pour les collectes, mais aussi sur l'assurance maladie pour expliquer que c'était une réelle maladie, que ce n'était pas quelque chose juste psychologique et que les gens n'avaient pas envie de manger. Et donc, on a été en contact avec Cécile Godin, l'ancienne présidente, et avec Laurence Lançon, l'actuelle présidente. Donc, on participe aussi chaque année au week-end des poids. Donc, ça, c'est la photo de cette année. Et on fait participer au fur et à mesure les gens de l'équipe pour qu'ils aussi s'immergent dans l'ambiance, mais surtout qu'ils voient pourquoi on travaille et l'objectif de travailler en recherche fondamentale, mais aussi en transversationnel. Donc, qu'est-ce qu'on a pu aussi réaliser donc, avec de nombreuses personnes, hein, donc Marc, Cécile, Laurence, John, maintenant Emmanuel, Alexis et Jean-Pierre. Donc, c'est la mise en place des assises POAC. Donc, vous voyez qu'il y a chaque 2 ans, plus ou moins avec le Covid, chaque 2 ans, on a des assises pour essayer de regrouper l'ensemble des partenaires, des cliniciens, mais aussi essayer de faire venir de nouveaux chercheurs sur ce syndrome. Et donc, il y aura les prochaines en 2025, au mois de mai ou juin, je ne me rappelle plus. Les avancées, alors ça, c'est plutôt le côté clinique, et donc notre contribution est vraiment à la marge. C'est Marc Belaïch qui a fait mise en place ces consultations pluridisciplinaires. Donc, on a participé à la filière FIMATO, et donc ça a permis de bien aider et d'organiser. Et donc, ce qui a permis aussi de proposer le programme national de soins de santé qui était attendu depuis longtemps par l'association. Et à nouveau, on passe d'une étape, et ça, je pense que les organisations, le fait qu'il y ait des filières, qu'il y ait des centres de référence, ça permet pour les chercheurs de ne pas être un petit peu en recherche comme on peut. Et donc, il y a une meilleure visibilité. Et donc, les chercheurs qui ont envie de faire la démarche d'aller sur les maladies rares, c'est beaucoup plus simple. Donc, écoutez, je suis scientifique, donc je vais vous parler un peu de science, mais rapidement. Nous, notre premier objectif, ce qu'on a dit depuis le départ, c'était essayer de comprendre la physiologie, le développement du musculisme, ce qu'on a fait pendant une dizaine d'années. Et donc, ici, vous avez le résumé un petit peu de ce qu'on a pu montrer, c'est-à-dire que
le muscle digestif, qui est l'effecteur du transit intestinal, eh bien, il dérive initialement de progéniteurs mésenchymateux qui expriment un facteur qui s'appelle l'X1. Dès que ce facteur se réprime, ces cellules vont s'engager en cellules musculaires lisses qui ne sont pas fonctionnelles, donc pas capables de se contracter, et vont exprimer un marqueur qui est aussi un acteur qui s'appelle gamma-SMA. Rappelez-vous bien de ce nom. Gamma-SMA, c'est l'actine du muscle lisse de type gamma, qui est en fait la protéine d'actine la plus présente dans ces cellules musculaires lisses. Dès qu'il y a eu expression de gamma-SMA, vous avez un peu plus tard une organisation de ces cellules qui vont être organisées en 2 paquets et qui vont être capables de se contracter et de permettre le transit intestinal. Ceci est associé toujours à la présence de gamma-SMA, mais aussi d'autres régulateurs tels que la calponine. C'est l'ajout de régulateurs qui va permettre la contraction et la relaxation de ces cellules. Donc ça, c'est normal. Ce qu'on sait, c'est que quand on surexprime des marqueurs d'immaturité tels que l'X dans des cellules musculaires lisses différenciées, ben, ces cellules sont plastiques et sont capables de se dédifférencier et de redevenir non fonctionnelles. Et ce qu'on a pu montrer, donc, c'est que si on utilise le marqueur LIX1, marqueur de progéniteur, sur des patients dits contrôle, on n'a pas d'expression de LIX1. Par contre, chez les patients POAC plutôt adultes, quand on analyse l'expression de l'X1, vous voyez que globalement, 80% des patients POAC présentent une expression de l'X1, ce qui montre que ce muscle n'est pas fonctionnel. Donc ça, c'était globalement le lien entre notre recherche fondamentale et le début de notre recherche translationnelle. La suite, ça a été la génétique. En 2012, donc ACTG2 a été identifié par un groupe finlandais comme étant trouvé muté chez certains patients, plutôt des cas familiaux, des patients POAC. Or, ACTG2, c'est gamma-SMA. C'est le marqueur qui arrive quand les cellules musculaires lisses apparaissent. Et donc, cette actine, elle participe à une polymérisation, une sorte de filament. Et ce filament va être nécessaire à ce que grâce à l'interaction avec la myosine, pour que vous ayez contraction des cellules et relâchement. Et donc, on peut penser que si le gène ACTG2 est muté, donc c'est des mutations, je vous les décrire, qui sont des points de mutation, le gamma-SMA va être moins fonctionnel dans sa polymérisation et dans sa capacité à contracter la cellule. Donc, ce gène ACTG2 est retrouvé muté de façon faussante, c'est-à-dire que c'est des mutations qui vont changer un acide aminé. Ces mutations sont hétérozygotes, c'est-à-dire que les patients ne présentent qu'une copie altérée et une copie sauvage normale de ACTG2. Et ce qui est à l'heure actuelle décrit, c'est qu'une des mutations est la plus présente, c'est-à-dire que 33% des variants ACTG2 sont retrouvés sur l'arginine 257. Cette mutation provoque des formes qui sont sévères et il est suggéré que cette mutation va provoquer une forme dominante négative de la protéine qui va soit titrer la protéine sauvage, soit perturber sa fonction. Et donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est essayer de comprendre comment ce variant R257C va être capable de perturber la physiologie de la cellule, mais aussi perturber la capacité de polymérisation de ce réseau d'actine. Donc maintenant qu'on a une piste, il faut un peu réfléchir, essayer pendant quelque temps, de contacter certains collègues, essayer de faire. Donc, on a proposé 3 objectifs. Développement de modèles intestinaux qui portent le variant ACTG2, donc le R257 nous intéresse plus particulièrement. Essayer d'identifier quelles vont être les altérations induites par ce variant. Et en finalité, essayer de proposer des molécules qui pourraient améliorer la fonction contractile. Donc, on a discuté avec des collègues jeunes recrutés, maintenant ça fait quelques années, mais j'étais en commission et j'étais son rapporteur, donc Maxime Haé a été recruté et il venait des États-Unis et il avait une approche technologique qui était intéressante, c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de tissu
mais juste de cellules de patients, pour essayer de reprogrammer ces cellules, donc des fibroblastes ou des cellules sanguines, de les reprogrammer en cellules naïves. Et une fois qu'on a des cellules naïves, donc des cellules souches, en mettant différents cocktails développementaux, on est capable de donner des organoïdes. Ces organoïdes, avec l'approche qu'il avait, possèdent un épithélium, ne nous intéresse pas trop, mais surtout possèdent des cellules mésenchymales. Or, ces cellules mésenchymales, c'est les futures cellules musculaires lisses. Ce qu'il avait pu montrer aux États-Unis, c'est qu'en prenant ces organoïdes, en les implantant chez la souris, au bout de 6 semaines, il pouvait être capable de donner un pseudo-intestin assez organisé avec 2 paquets musculaires, donc, ce qui était intéressant. Alors, à nouveau, nous, on travaille sur le modèle aviaire, donc l'embryon de poulet, et donc les souris, on n'aime pas trop. Et donc, ce qu'on a proposé, donc Sandrine Faure dans l'équipe et Salomé, qui est sa doctorante, ont proposé d'implanter ces organoïdes sur l'embryon de poulet, donc sur une vascularisation d'embryon de poulet. Et en faisant ça, ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez voir donc à gauche qu'après 7 jours, l'organoïde s'est développé de 2 à 3 fois. Mais ce qui nous intéressait, c'était de voir les acteurs moléculaires, entre autres ACTG2. Et vous pouvez voir que dans le diagramme du milieu, on pouvait voir qu'au bout de 7 jours d'implantation, nous avions une expression de 15 fois supérieure dans l'organoïde implanté chez l'embryon de poulet, ce qui montre que ACTG2 était induit, donc sans suggérer qu'on avait des cellules musculaires lisses présentes. Et ici, vous avez à droite CNN1 qui code pour calponine, qui est le marqueur de différenciation terminale et de fonctionnalité du muscle lisse, et on voit que lui aussi il est induit, ce qui laisse penser qu'en implantant ces organoïdes humains chez le modèle aviaire, on est capable en 7 jours d'avoir des cellules musculaires lisses, et donc potentiellement de pouvoir aller étudier maintenant le variant ACTG2 R257C dans ces modèles. Ceci est possible, et donc il y a John qui a rejoint l'équipe, grâce à différents prélèvements, et donc soit des prélèvements sanguins ou de peau à partir de patients POAC qui portent la mutation ACTG2, mais on peut aussi utiliser des cellules souches en faisant, et donc là aussi j'ai vu le CRISPR-Cas9 passer à un moment donné, en modifiant et en introduisant sur des cellules normales la mutation ponctuelle, pour voir s'il est causal du phénotype. Et donc, on est maintenant capable d'avoir des cellules, soit de patients, soit qu'on a créées par nous-mêmes avec les variants ACTG2, qui vont être dérivés en organoïdes et qui seront ensuite implantés chez l'embryon de poulet pour regarder la conséquence sur la fonctionnalité du muscle lisse digestif. Et donc, ça, c'était ce qui nous était nécessaire pour faire un projet qui était beaucoup plus vaste. Et donc ici, c'est le projet que je ne vais pas vous décrire, mais qui globalement va décrire les 5 objectifs qu'on vous a proposés, c'est-à-dire mise en place de modèles pour étudier les variants ACTG2, compréhension des mécanismes moléculaires, et donc là, on est en train de réaliser des approches globales pour essayer de savoir quelles sont les protéines partenaires qui sont perturbées par ces variants. Et l'objectif final sera essayer de, à partir des molécules, des protéines partenaires identifiées, essayer de provoquer des peptides interférents ou de cribler là aussi des banques de drug design telles que Presswick pour essayer d'améliorer la fonctionnalité musculaire. Donc ce grand projet a été déposé l'an dernier auprès de l'ANR, et donc on a été financé pour 4 ans, donc ce consortium, Maxime Maé, donc Sandrine dans l'équipe et John pour 4 ans. On vient d'être financé par la Fondation Maladies Rares pour la reprogrammation des variants ACTG2 R257C pour la plateforme IPS à Nantes. Et cette année, on vient d'avoir la nouvelle de financement de ce projet, mais aussi d'autres choses, de l'AFM Téléthon, puisque en fait, notre unité Fimedex a déposé un projet de labellisation de pôle stratégique Mio-Occitanie pour travailler sur différentes pathologies. Alors, c'est plutôt du Duchenne, sur la partie cardiaque et la partie squelettique, mais on a maintenu
le syndrome POAC que pour la partie digestive. Donc, on est financé logiquement pendant 5 ans par l'AFM, suivant les résultats qu'on obtient, bien sûr. Et donc, on est logiquement, on sera encore là jusqu'en 2029 pour travailler sur le syndrome POAC. Donc, les avancées, on a besoin de beaucoup de monde. À nouveau, les associations de patients, c'est important. Les filières, les centres de référence, c'est important. Les financements sont essentiels. On a commencé à pas beaucoup. On commence, donc ici, vous voyez 5 personnes dans l'équipe, mais on va avoir des recrutements, donc on va être un peu plus. Maxime a commencé à recruter des étudiants et il y a des ITA qui vont le rejoindre. John a recruté un ARC aussi pour nous aider. Et bien sûr, à Robert Debré, les 4 personnes qui sont impliquées. Et puis j'ai mis un collègue américain qui lui aussi s'implique depuis peu sur le syndrome POAC et qui va nous fournir aussi un certain nombre de lignées IPS. Mais bien sûr, on a toujours besoin de plus de personnes. Même si c'est une maladie rare, il faut beaucoup de compétences et beaucoup de personnel. On essaie maintenant, donc au niveau français, on a essayé d'impliquer beaucoup de gens. Maintenant, on essaie de partir sur l'Europe. Pas les verser tout, c'est de la brillance, ça ne m'intéresse pas, mais plutôt sur les coordinations et donc on a appliqué au COST avec Federica Vitti d'Italie pour essayer de proposer la création de registres, de mise en place de biobanques, mais aussi d'identifier, un petit peu d'organiser toute la recherche qui se fait en Europe sur les... Alors, on ne parle plus de POAC, mais de myopathie viscérale. Donc, on l'a déposé en 2023, on a eu 41 sur 50, donc on n'est pas passé. En 2024, on vient de recevoir le résultat, 43 sur 50, ça a augmenté. On n'est toujours pas passé, mais on va redéposer. On espère qu'en modifiant par rapport aux différents commentaires, on va essayer d'améliorer pour que ça soit que ça aboutisse. On continue quand même à faire de créer d'autres émulations en Europe. Et donc, il y a un premier congrès qui a eu lieu sur l'immunopathie viscérale en 2022. Et donc, en octobre 2024, j'organise avec Federica donc, le deuxième congrès européen, à nouveau en impliquant les associations donc, de patients et donc les différentes associations européennes, et en essayant de stimuler de nouveaux collègues à venir pour essayer d'aller plus loin et plus vite, parce que maintenant on a des pistes, et donc maintenant on a besoin de brainstorming et de compétences différentes pour avancer plus vite. Donc on est parti d'histologie, alors c'est pas péjoratif, l'histologie, j'adore ça, mais sur le syndrome POAC, c'était pas très, on n'utilisait pas les bons marqueurs, je trouve. Donc, on est parti de quelque chose qui était un petit peu flou. On est passé de l'histologie à la génétique et ACTG2, les variants ACTG2. Alors, il n'y a pas que ACTG2, il y en a d'autres. Mais c'est toujours de la machinerie du tissu contractile qui est perturbée. Donc, déjà, travailler sur ACTG2, peut-être, ça nous permettra d'avoir des molécules qui contrecarreront les autres phénotypes. Mais ça nous a permis de pouvoir avoir des pistes sérieuses, de pouvoir identifier que la plasticité du musculus était aussi altérée, qu'il fallait sûrement essayer de le rétablir. Et donc maintenant, on va sur la médecine régénératrice, hein, et donc souvent je mets que c'est du futur, mais en fait c'est du présent, puisqu'on est en train d'y travailler, qu'on espère que ça va nous permettre de ne pas être déçus et d'avoir des résultats, mais on utilise toujours notre modèle d'embryon de poulet pour essayer de comparer. Et puis, à nouveau, c'est une montagne, on est obligé de la monter, mais on est obligé d'être à plusieurs. Et donc, on a toujours besoin de participation de tout le monde pour avancer et faire monter ces patients POAC avec ce joli petit logo. Donc, je remercie les gens de l'équipe qui ont beaucoup participé.
et qui continuent. Alors, tous ne travaillent pas sur le syndrome POAC, mais une bonne partie, et j'essaie au fur et à mesure d'en capter de plus en plus. Donc, bien sûr, tous les collègues, les financements, et puis c'est dur de travailler sur le syndrome POAC, mais bon, vous pouvez voir quand même qu'on fait ça en bonne humeur. Voilà, merci. Merci Pascal. C'est une belle illustration de maladies rares et recherche fondamentale. Des questions? Oui. Déjà, bravo, c'est une superbe histoire de recherche. Je suis impressionné. Une question et une idée. La question, c'est si vous, en 2 mots, vous pouvez nous dire votre stratégie, parce que maintenant, il faut trouver des molécules qui vont améliorer l'époque. On en renoue au quotidien, on voit bien qu'on ne trouve pas de solution pour les soigner. Donc, une stratégie et une idée pour le futur, pour les financements. Je pense que vous ne devez pas être bien loin des troubles fonctionnels intestinaux. Et peut-être que ça c'est beaucoup plus de monde que les POAC. Peut-être que ça pourrait vous être une piste pour trouver des financements dans le futur, pour avancer. Alors, juste, je ne sais pas si je vais répondre à votre question ou poser une question à l'industriel. Parce qu'en fait, effectivement, je pense que les industriels sont intéressés aux maladies rares parce qu'à l'heure actuelle, c'est les maladies rares qui permettent d'avoir de nouveaux brevets ou de nouvelles molécules qui sortent plus que sur les maladies communes. Et c'est vrai que souvent, quand on travaille sur les maladies rares, on nous pose la question, les maladies communes, c'est ça l'important parce que ça touche plus de monde. Bon, après, c'est un choix. Nous, on restera sur les maladies rares. Après, si d'autres personnes sont intéressées à utiliser, à tester, il n'y a aucun souci là-dessus. Nous, à nouveau, je suis fonctionnaire. Donc, je me fais plaisir et j'essaie de faire plaisir et de faire avancer la société. C'est pas péjoratif, un fonctionnaire. Non, non, c'est dans le bon sens. Pardon. Après, on verra d'ici peu. Hein. Alors, moi, j'y crois pas trop, l'implantation. Ce qui m'a toujours choqué et intéressé sur le syndrome POAC, c'est qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'en histologie, je n'ai pas dénigré l'histologie, hein, mais en histologie, les premières sections qu'on a vues, alors je ne suis pas anatomopathologiste, hein, mais j'ai été formé par Drusilla Roberts qui était phytopathologiste, et donc j'arrive à bien analyser le tube digestif. J'ai toujours tout trouvé en section chez les patients POAC. Il y a tout. C'est assez bien organisé, mais ça n'est pas fonctionnel. Donc, on peut se dire que si on arrive à trouver la clé, s'il y a toujours le tube digestif, voilà, je dis peut-être aux chirurgiens de ne pas intervenir trop vite, s'il y a tout, peut-être qu'on trouvera une solution. Ici, aux États-Unis, mais il y aura sûrement il y aura quelque chose. Ces cellules musculaires lisses, l'avantage, c'est qu'elles sont plastiques. Elles se différencient, mais pendant la période pédiatrique, elles se dédifférencient naturellement pour permettre la croissance de l'organe. Sur le POAC, elles ne repartent pas. C'est-à-dire qu'elles se sont dédifférenciées, elles sont bloquées. Alors là, c'est parce qu'il y a CTG2 qui est altéré. Mais si vous contrecarrez la fonction de la CTG2 variant et que vous maintenez le pool normal, moi je suis prêt à prendre les paris d'une amélioration. Je ne dis pas d'un rétablissement, d'une amélioration. Alors, moi, j'ai pas de questions. Juste un immense merci, Pascal. Tu as failli me faire pleurer. Je pense très fort à Mireille, à Cécile. Et puis, je voulais ajouter, parce qu'il vous a raconté cette très belle histoire, qu'elle a une petite anecdote en plus, que notre formidable logo, que vous avez tous vu, a été dessiné par Romain de Santa Barbara, quand il avait 14 ans, le fils de Pascal. Voilà, on a eu pendant 22 ans un logo, et Romain nous en a redessiné un. Et je trouve que, voilà, merci tellement. Merci, c'est une très jolie histoire. On va passer à Anne parce que malheureusement, le temps passe et on est très en retard.
Et je suis désolé, je m'en excuse auprès de Anne. Donc, Anne Buisson est la directrice de l'association François au Petit, Vaincre la RCH et la maladie de Crohn, je crois, en intitulé complet. Et l'association au Petit, c'est une histoire d'amour avec la recherche, et Anne va vous le dire, enfin j'espère. Et donc, c'est vraiment pour donner un regard de qu'est-ce qu'une association attend de la recherche. Là, c'est plus le patient individuel comme on a vu au début pour introduire les topos, mais c'est vraiment le côté, la collectivité des patients, l'association, qu'est-ce qu'elle attend des chercheurs et comment elle interagit avec eux et qu'est-ce que ça donne. Merci Anne d'être avec nous. Merci.